On a parlé avec Diego Darin. Oui, nous allons parler avec M. Diego Darin de International Crisis Group. Monsieur Darin, bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, merci et vous. Eh bien, on est là, on essaie de se maintenir. Merci d'être disponible pour m'ajouter ce matin pour une conversation, je dirais, à chaud sur la résolution créant la force de suppression des gangs pour remplacer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Avec vous, on va évoquer l'avant-résolution, résolution portée par le Panama et le Venezuela, à quoi le point de presse donné avant la réunion par une cinquantaine de pays pour souligner leur adhésion, leur alignement à la proposition a pesé, le vote, l'abstention de la Chine et de la Russie, comment l'interpréter et la reconnaissance de la Chine et de la Russie qu'ils ne veulent pas bloquer mais ont des points importants à partager dans le sens de l'efficacité pour ne pas recommettre les mêmes erreurs du passé, en considérant qu'Haïti, pendant ces 3 dernières décennies, a une histoire d'intervention onusienne avec des résultats assez mitigés. La force de suppression des gangs, les hommes, les moyens logistiques, le financement et particulièrement le chronogramme de déploiement et qu'est-ce qu'il faudrait éviter ou prendre en compte dans ce laps de temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas redouter un pushback des gangs comme on l'avait vu entre octobre 2024 après l'adoption de la MMAS et ce qu'il y a eu octobre 2023 et ce que nous avons vécu en Haïti en 2024 quand les gangs ont fait cette grande incursion qui a marqué la prise de contrôle de Parenté de Port-au-Prince et puis les appréhensions de la Chine, de la Russie et particulièrement, et ce qui est dit en sous-entendu qu'il y aurait des intérêts géostratégiques, des intérêts militaires poursuivis par les Américains qui voudraient via cette force avoir, je dirais, des moyens supplémentaires pour s'en prendre au Venezuela. Est-ce que cela a une certaine forme de crédibilité ou non? Ça, c'est un aspect qui nous intéresse. Et puis, avec vous, Diego Darin, on évoquera la mission, son architecture et sa différence fondamentale par rapport à la MMAS et puis la sécurité pour la tenue d'élections, ce qui implicitement indiquerait que ce ne sera pratiquement pas possible d'organiser des élections cette année. Et puis, il y a aucune mention des référendums dans cette résolution. Donc, le processus politique aussi nous intéresse. Et puis, la dernière partie qu'on va aborder dans cette conversation, c'est le dernier point dans cette résolution qui indique qu'il y aura des marqueurs de performance, évaluation des efforts du gouvernement pour sécuriser ses frontières, ses ports, lutter contre le trafic de stupéfiants et être en capacité de prendre en charge l'après de la force de suppression des gangs. C'est un peu ça et le menu de notre conversation. Maintenant, l'avant-résolution, qu'est-ce qu'il y a à apprendre et à comprendre de cette période-là du point de presse d'une cinquantaine de pays, Diego Darin? Bon, commencer par dire que si une nouvelle mission de sécurité est proposée, c'est principalement à cause du manque de fonds qui n'a pas permis à la mission de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya d'atteindre ses objectifs, que ce soit stratégique, mais tout simplement d'arriver par exemple aux 2500 personnes déployées sur le terrain pour arriver à établir 12 bases d'avancée dans toute la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La MMAS n'a pu que établir 2 véritables bases d'avancée, l'une à Delma 2, l'autre à l'Académie de police, ainsi qu'une 3e en Artibonite à Pont-Sondé après le massacre survenu en octobre de l'année dernière. Donc, contrairement au plan qu'avait cette force dirigée par le Kenya de diviser la zone métropolitaine en 12 sections avec des équipes de plus ou moins un peu moins de 200 personnes attribuées à chacune de ces 12 sections pour qu'elles puissent quotidiennement travailler chacune de ces bases d'avancée à combattre les gangs dans chacune de ces sections. La MMAS, elle a été contrainte à réagir
pour aider les forces de sécurité haïtiennes à éteindre tous les fronts de combat dans lesquels étaient actifs et qui réactivaient sporadiquement dans différentes régions et dans différentes parties de la capitale les gangs. Donc face au manque de fonds et donc un manque d'effectifs et de matériel pour la mission, les États-Unis ont décidé de proposer un nouveau mode de financement et c'est là que réside la principale différence, disons, de cette nouvelle force. Bien sûr, il y aura d'autres différences qu'on commentera plus tard, mais il s'agit avec cette nouvelle force d'un mode de financement hybride. D'une part, la plupart des coûts de la mission seront pris en charge par un mode de financement qui ira chercher les fonds dans des contributions obligatoires des États membres. Mais si vous permettez, en évoquant la mission et l'architecture, on va évoquer cet aspect-là. Mais d'abord, l'avant-résolution, le point de presse d'une cinquantaine de pays, la déclaration de Lavrov qui a fait craindre le pire, en tout cas, le non-vote de cette résolution. Est-ce que vous avez des détails autour de tout ça et en quoi l'appui, je dirais, massif de l'OEA, de la CARICOM et d'autres pays de la région ont poussé la Chine et la Russie à faire abstention et non pas à user leur droit de veto? Oui, bien sûr. Donc ce point de presse qui a été fait quelques minutes avant le vote de la résolution, c'était le dernier acte d'une longue série d'expressions de soutien à ce projet de résolution qui quelque part est arrivé un peu tard puisque le secrétaire général avait déjà proposé en février des options pour rediriger cette mission ou plutôt pour avoir une présence plus soutenue de la force étrangère avec des modes de financement un peu plus prévisibles, mais les États-Unis qui étaient concentrés sur d'autres crises plutôt que l'haïtienne ont pris plus ou moins un peu plus de 6 mois pour rédiger une résolution. Donc le temps était court puisque le 2 octobre, le mandat de l'actuelle mission en Haïti arrivait à son terme. Donc il y avait peu de temps pour négocier. Les États-Unis et des partenaires régionaux ont fait énormément d'efforts de plaidoyer dans la région, dans les Caraïbes, en Amérique latine, pour que il y ait des expressions conjointes d'appui à ce projet de refondation d'une nouvelle mission. Après les communiqués conjoints des 32 États membres actifs de l'OEA soutenant le projet, de la CARICOM, ce dernier point de presse avec, je n'ai pas le nombre exact, mais une vingtaine de pays qui soutenaient, au-delà de la région, qui soutenaient ce projet, venait mettre un peu plus de pression sur les États du Conseil de sécurité dont on ne savait pas quelle allait être la position face à la résolution, s'ils allaient voter pour, contre ou s'abstenir. Maintenant, pour les États-Unis, le Panama, Haïti, l'OEA, la CARICOM, le vote d'hier, est-ce qu'il peut être considéré comme un succès diplomatique? Oui, bien sûr, c'était un pari. Puisque la Chine et la Russie, lors des négociations au Conseil de sécurité pour cette résolution, avaient demandé à ce que le mandat de la MMAS soit étendu jusqu'en janvier pour avoir le temps de négocier certains aspects qu'ils estimaient au centre des discussions et substantiels pour pouvoir considérer le projet de cette nouvelle mission. Les États-Unis, en exprimant une certaine urgence pour avancer,
même si ils ont pris du temps pour rédiger cette résolution, comme je l'avais dit, en exprimant une urgence pour arriver à ce vote, ont décidé de forcer un vote avant même le 2 octobre, avant la fin du mandat de la MMAS. Donc on refusait l'option de continuer des négociations pendant quelques mois et ont essayé de en même temps qu'ils appelaient des pays de la région à soutenir cet effort et ce projet, ils ont décidé d'aller directement vers le vote. Donc oui, c'est une victoire diplomatique pour tous les pays qui étaient derrière ce projet, mais bien sûr pour Haïti qui quelque part le gouvernement haïtien qui soutenait ce projet, mais également pour les États-Unis et le Panama qui ont rédigé cette résolution au Conseil de sécurité. Maintenant, avec nous y restons et ceci de plein pied, déterminant que la situation en Haïti continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationale et pour la stabilité de la région, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le Conseil a dit qu'il autorise les États membres à transférer la mission MMS à la force de répression des gangs en étroite coordination avec le gouvernement haïtien pour une période de 12 mois à compter de l'adoption de cette résolution. Et ils disent dans la mission, dans le petit A, menée de manière indépendante ou, le cas échéant, en collaboration et en coopération avec la PNH et les forces armées, des opérations ciblées fondées sur le renseignement et visant à neutraliser, isoler, dissuader les gangs qui continuent de menacer la population civile, de violer les droits de l'homme et de porter atteinte aux institutions haïtiennes. Donc, clairement, c'est un succès diplomatique. Nous sommes de plein pied dans le chapitre 7 des Nations Unies parce que nous constituons une menace à la sécurité internationale. Maintenant, par rapport à la mission, vous aviez, il y a quelques minutes, partagé des informations sur le mécanisme de financement, sur les aménagements faits pour essayer de contourner les problèmes confrontés dans le cadre de la MMAS. Maintenant, la prochaine question que l'on va aborder avec vous, Monsieur Darine, la mission, la force de suppression des gangs, son architecture, les hommes, il est prévu 5500 hommes, les moyens logistiques, le financement et ce qui est très important, le chronogramme de déploiement. Et par rapport au chronogramme de déploiement, on va essayer de voir aussi dans ce laps de temps, est-ce qu'il y a un gap qui peut être préjudiciable à la sécurité des Haïtiens entre le vote et le déploiement et ne pas revenir sur ce qu'on avait vécu il y a un an et demi en ce qui concerne et le temps pris avant le déploiement de la MMAS. Maintenant, la mission, la force de suppression des gangs, le nombre d'hommes, le moyen logistique, financement et qu'est-ce qui a changé? Oui, donc avec cette nouvelle mission, on passe d'un objectif non pas de 2500 personnes comme dans la MMAS, mais de 5500. Donc on revient un peu à un objectif du double de personnes sur le terrain. Par ailleurs, le mandat de cette nouvelle mission et bon, même si la résolution est prise dans le cadre du chapitre 7 qui autorise l'usage de la force dans les opérations, c'est un mandat qui est clairement plus offensif. Bon, même si même si dans les détails de la résolution il y a bien des similitudes avec règles d'engagement de la MMAS, certainement avec des allocutions de différentes personnes qui participent à la planification de cette mission. On comprend que cela ne va pas être une mission dirigée par des policiers, mais ça va être un effort éminemment militaire. Et on voit le changement de ton et de perspective, ne serait-ce que par le nom. Il ne s'agit pas ici d'une mission qui vient soutenir uniquement les efforts des forces de sécurité haïtiennes, mais de venir supprimer les gangs.
bon, c'est le nom en anglais, le nom originel, le Gang Suppression Force, qui en français parfois est traduit en suppression ou répression des gangs. Il est prévu d'avoir un représentant du secrétaire général comme patron de cette mission et un commandant pratiquement de cette force. Donc, il faut s'attendre à avoir deux personnalités en charge de cette entité créée par le Conseil de sécurité de l'ONU, Djekodari. Absolument, il y aura un leadership civil et un leadership en uniforme, disons, militaire. Ça va être le commandant de la force qui va exercer le leadership, disons, militaire de cet effort, et un représentant spécial qui va être la personne qui va diriger la partie civile et la coordination avec ce qu'on appelle le groupe permanent des partenaires. Le groupe permanent des partenaires a été créé fin août, par le biais d'une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, par des représentants des pays qui avaient contribué financièrement à la mission, ou bien en contribuant du personnel. Donc, les pays qui font partie de ce groupe, ce sont les États-Unis, le Salvador, Canada, Guatemala, Jamaïque, Kenya et Bahamas. Et ce groupe permanent de partenaires joue un rôle, disons, de coordination stratégique pour cette nouvelle force. En concertation, bien sûr, avec le gouvernement haïtien, ce groupe travaillera à donner une orientation politique générale, assurer le suivi du fonctionnement de la mission et, bon, en général, prendre certaines décisions politiques importantes sur la mission. Il est également chargé de travailler à mobiliser les financements volontaires pour rémunérer le personnel. On parlera de ça. Et d'aider à réunir le personnel nécessaire pour atteindre cet objectif de 5500 personnes. Donc, quant au mode de financement, il y a deux parties. Comme l'avait proposé le secrétaire général, avec cette résolution, non seulement est établie cette nouvelle force de répression des gangs, mais également un bureau d'appui de l'ONU qui va aider à deux choses. D'une part, à fournir un appui logistique à la mission sur le terrain, ce qui jusqu'ici était un énorme problème pour la MMAS, qu'elle n'avait pas une structure solide qui lui permette d'avoir une logistique appropriée pour ses opérations. Ce bureau d'appui, il va donner par exemple des vivres, du carburant, de l'eau, assurer l'hébergement, les infrastructures, non seulement dans la base principale de la mission, qui aujourd'hui se situe dans le compound de l'aéroport de Port-au-Prince, mais aussi dans les bases d'avancée qui vont être établies pour que la mission ait une présence permanente dans plusieurs zones et pas uniquement dans la base principale. Ensuite, ce bureau, il donne aussi un appui financier à la mission, puisque ce bureau est financé par le budget de maintien de la paix de l'ONU. Et ce budget est beaucoup plus prévisible puisqu'il est alimenté par des contributions obligatoires des États membres. Donc, une partie du financement de la mission qui va être canalisé par ce bureau d'appui va être assuré donc par des contributions obligatoires au budget de maintien de la paix de l'ONU. Cependant, il y a un élément qui n'est pas couvert par ces contributions volontaires, c'est le coût du personnel. Donc, pour faire court, disons les salaires de ces 5500 personnes qui seront déployées sur le terrain, qui elles donc doivent être issues de contributions volontaires. Jusqu'ici, il n'y a pas eu des discussions, disons, sérieuses sur le fait de savoir d'où vont venir ces fonds pour couvrir les contributions volontaires. Donc, il y a encore cette incertitude face au financement de la mission.
Un autre élément de l'architecture, c'est l'OEA. Il est prévu que l'OEA fournisse un appui technique afin d'offrir un ensemble de mesures de soutien ciblées à la PNH dans le cadre des opérations conjointes avec la force de suppression des gangs et lorsque celles-ci s'inscrivent dans le concept stratégique global de la force de suppression des gangs. Cet ensemble de mesures de soutien consistant à la fourniture de nourriture, d'eau, de carburant, de transport et également. Donc, au niveau logistique, il y a double précaution si je puis m'exprimer ainsi. Maintenant, on a évoqué l'architecture, on a évoqué le moyen de financement. Qu'en est-il du chronogramme de déploiement? Qu'est-ce qui est prévu, Diego Dari? Donc, sur le chronogramme de déploiement, on n'a pas encore de détails si l'on se penche uniquement sur la résolution. Bien sûr, des personnes qui sont impliquées dans les négociations estiment que aussi bien le bureau d'appui logistique de l'ONU pour la mission ainsi que la mission elle-même ne seront pas opérationnels sur le terrain avant, dans le meilleur des cas, disons plus ou moins 6 mois. Donc, ce qui laisse encore là des questions quant à la transition et la manière dont va se faire cette transition entre la MMAS et cette nouvelle force de répression des gangs. Les États-Unis, dans leur discours d'hier au Conseil de sécurité, ont exprimé leur reconnaissance envers les pays ayant participé jusqu'à présent à la MMAS et qui ont indiqué leur intention de rester engagés dans le cadre de la nouvelle structure, de cette nouvelle force. Donc, il est très peu probable qu'on voit le personnel, disons par exemple les Kenyans qui sont sur le terrain de partir d'un jour à l'autre sans qu'on ne sache très bien ce qui va se passer. Il semblerait qu'il y a des négociations et déjà des compromis pour maintenir du personnel étranger de la mission passée pour être transféré dans l'actuelle mission, pour éviter qu'il y ait quelque part un vide de sécurité que les gangs puissent profiter. Mais jusqu'ici, on ne sait pas quels vont être les pays qui vont contribuer des troupes, bien que on mentionne que les troupes viendront principalement de pays d'Amérique, des Amériques en général et d'Afrique. Pour l'ancienne mission, il y avait déjà 9 pays qui avaient exprimé leur volonté en envoyant des lettres au secrétaire général de l'ONU, exprimant leur volonté de contribuer des personnels, mais face au manque de fonds et de logistique pour assurer leur déploiement, ils n'avaient pas été déployés. Donc, on peut s'imaginer que ces 9 pays pourraient être là encore prêts à contribuer de personnel, mais on ne sait pas comment et dans quel délai va s'effectuer ce déploiement. Comme pour la MMAS, il s'agira d'abord, pour les pays qui seraient prêts à contribuer du personnel, de savoir que toute la structure, aussi bien logistique que financière, est prête pour qu'ils puissent envoyer leur personnel, bien sûr, dans une mission qui va être pleine de défis, dans des terrains extrêmement compliqués, des gangs qui sont dans des quartiers très densément peuplés, dans des territoires difficilement accessibles. Donc la moindre des choses pour ces pays contributeurs, c'est d'avoir une assurance qu'il y a une bonne logistique et de financement pour que leur personnel ait les moyens appropriés pour mener à bien leurs tâches. Par rapport au chronogramme de déploiement et par rapport à la logistique, il est dit que par rapport à ce qui est attendu du BINU, la fourniture sur la base du recouvrement des coûts de la gamme standard des services d'appui aux missions à la BINU afin d'aider à s'acquitter de son mandat tel que prorogé par la résolution 2785-2025 en vue d'assumer l'entière responsabilité d'ici au 1er février 2026. Donc nous sommes dans une fourchette de 5 à 6 mois avant d'avoir
en place cette entité pour pouvoir coordonner et assumer cette tâche-là et cette tâche d'appui à cette force de suppression des gangs. Maintenant, j'évoquais en début d'interview ce gap et ce danger qui est possible, qui est possible compte tenu de l'expérience faite avec la MMAS. La mission multinationale d'appui à la sécurité a été autorisée en octobre 2023. Les premiers contingents de policiers kenyans ont été déployés le 25 juin 2024. Mais oui, dans l'intervalle, il y a eu l'onde de choc de février, mars, avril, cette grande explosion de violence, d'incendies de commissariats, d'assassinats de policiers, d'attaques contre les 2 prisons de Port-au-Prince, la libération de plus de 5000 détenus, dont une bonne partie, selon ce qui est dit, a rejoint, et des détenus ont rejoint les rangs des gangs pour les renforcer. Il y a cette crainte-là, dans le in-between. Est-ce que vous avez cette préoccupation et est-ce que là, avec cette ratification, nous sommes pratiquement nous parlons d'opérations militaires, clairement, nous parlons de supprimer des gangs et eux, ils sont sur le terrain, ils observent, ils ont leur stratégie. Pour eux, aujourd'hui, il y a un momentum favorable pour attaquer, pour s'imposer, pour avoir plus de moyens, ou est-ce qu'ils vont accuser le coup? Et là, est-ce qu'il y a des préoccupations ou pas à avoir? Et est-ce que nous vivons, pour vous poser la question simplement, un temps de grand optimisme par rapport à cette force, selon certains, et aussi un temps de grande préoccupation par rapport à des contre-attaques possibles des gangs et de leurs alliés politiques? Non, bien sûr, d'ici à ce qu'on ait une nouvelle mission pleinement opérationnelle, ça va être, disons, une période critique de grands défis sécuritaires pour les forces de sécurité qui sont actives sur le terrain en combattant les gangs. Il est clair que pour la coalition Vivre Ensemble, l'un des principaux objectifs, si pas leur principal objectif, c'était de dévoyer les plans pour le déploiement de la MMAS, puisque, et cela n'est pas une coïncidence, les attaques ont commencé au même moment que l'ancien Premier ministre Ariel Henry était arrivé à Nairobi, au Kenya, pour signer un accord entre le gouvernement kenyan et haïtien qui permettrait le déploiement des officiers kenyans sur le sol haïtien. Donc la coalition est née, même si elle s'était présentée auparavant en septembre 2023, elle est consolidée avec ces attaques de grande échelle sur la capitale qui commencent le 29 février 2024. Et disons que la stratégie de Vivre Ensemble répond, ou le changement des stratégies militaires de la coalition de gangs répond aussi bien à l'actualité politique domestique aussi bien qu'internationale, mais elle suit de manière très proche les avancées ou bien le manque de résultats du déploiement de forces étrangères depuis 2024 en Haïti. Donc pour le moment, il n'y a pas eu une réponse, disons, publique de la part du porte-parole de cette coalition de gangs face au vote, ou bien que je sache, je n'ai pas vu ce matin, face au vote du Conseil de sécurité pour cette nouvelle mission. Mais nous pouvons nous attendre, bien sûr, à ce que les gangs qui peuvent estimer qu'ils vont maintenant faire face à une mission qui pourrait cette fois-ci devenir une véritable, disons, menace existentielle pour eux, de réadapter leur stratégie pour éviter que cette mission soit déployée sur le terrain. Bien sûr, c'est des préoccupations qui viennent s'additionner aux
aux problèmes politiques qu'il peut y avoir dans les prochains mois, avec la fin du mandat du Conseil présidentiel qui arrive à terme le 7 février, avec des négociations politiques entre les secteurs qui n'ont toujours pas commencé véritablement pour savoir qu'est-ce qui va se passer en termes politiques après février. Donc c'est un concours de circonstances que la coalition Vivre Ensemble, bien sûr, va essayer de capitaliser pour encore une fois essayer d'obstaculiser le déploiement d'une force qui pourrait devenir une véritable menace pour eux. La force de suppression des gangs peut mener de manière indépendante ou de cas échéant en collaboration avec la PNH et les forces armées d'Haïti des opérations ciblées sur le renseignement et visant à neutraliser, isoler et dissuader les gangs qui continuent de menacer la population, de violer les droits de l'homme et de porter atteinte aux institutions haïtiennes. Donc, et les verbes veulent dire ce qu'ils veulent dire. Le message est clair à ce niveau-là et merci de répondre aussi clairement par rapport à ceux qui ont des préoccupations. Nous vivons des temps à haut risque, des temps risqués par rapport à ce vote et au temps que cela peut prendre pour avoir ce déploiement et sur le terrain. Les gangs ne sont pas des enfants et ils ont aussi leur stratège et agissent en conséquence. Maintenant, c'est un test, vous l'avez dit, parce que la situation politique, l'incertitude, l'absence, pardonnez-moi, de lisibilité sur l'avenir, comment va se dessiner la gouvernance, pardonnez-moi, après le 7 février 2026, ça pose question. Et dans la résolution, il est dit que la force de suppression va aider à rétablir la sécurité pour permettre la tenue des élections. Et j'ai beau chercher, j'ai pas vu de mention de référendum nulle part. Donc, est-ce que cela veut dire que cet aspect-là ou ce projet-là ou ce texte-là est mis dans les tiroirs ou va se retrouver dans les poubelles de l'histoire? Je lance ta question sans espérer de réponse. Mais il est certain que par rapport aux enjeux sécuritaires, il y a un processus politique qui demande d'être encadré rapidement, qu'il y ait des décisions rapides à prendre et qu'il y ait, je dirais, la définition assez rapide des contours de la gouvernance bien avant le 7 février 2026. C'est aussi à prendre en compte parce que l'instabilité politique peut alimenter la violence et la violence peut alimenter l'instabilité politique. Comment est-ce que vous voyez cette équation-là, Dzeko David? Absolument. En Haïti, comme dans, disons, toutes les crises sécuritaires, mais en Haïti particulièrement, le processus politique est profondément lié au sursaut d'insécurité. Donc, et comme par exemple nous l'avons vu lorsque l'ancien Premier ministre Ariel Henry faisait face à la plus ample opposition à son gouvernement, c'est à ce moment-là, lorsque il y avait des leaders politiques qui commençaient à appeler à la violence pour se défaire de son gouvernement, c'est la coalition Vivre Ensemble qui en a profité pour forcer le gouvernement à changer. En empêchant le retour de l'ancien Premier ministre sur le sol haïtien d'abord, et ensuite avec une pression internationale qui a demandé au secteur politique et économique haïtien de se mettre d'accord pour arriver à un nouveau consensus pour une nouvelle gouvernance. Le gouvernement actuel fait face à un grand manque de crédibilité en ce moment, non seulement par les scandales de corruption qui entachent certains de ses membres, mais également par le manque de résultats, notamment sur le front de la sécurité. Donc, il est peu probable que si les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, avec la structure de gouvernement actuelle, veulent étendre leur mandat, je pense que ça ne va pas être accepté par les Haïtiens, ni par la population, ni par les secteurs politiques. Donc, il faut prendre conscience
il faudrait prendre conscience au plus vite et que le leadership du gouvernement décide si oui ou non il est possible de tenir des élections avant février. S'il n'est pas possible, de le notifier au secteur ainsi qu'aux médiateurs internationaux qui pourraient être susceptibles de faire avancer avec les discussions entre les différents acteurs politiques pour arriver rapidement à une solution et ne pas attendre à la dernière minute pour avoir une structure de gouvernement qui finalement pourrait ne pas fonctionner ou être même plus dysfonctionnelle que celle que nous avons actuellement. Maintenant, l'avant-dernière question, dans cette résolution créant la force de suppression des gangs, le Conseil de sécurité des Nations Unies a des objectifs précis et a des attentes précises par rapport au gouvernement haïtien. Il est dit, et il est même prié au secrétaire général d'élaborer, je cite, en coordination avec les autorités haïtiennes et de rendre compte au Conseil de sécurité dans les 3 mois suivant l'adoption de la présente résolution sur les critères, indicateurs et dates à respecter par les autorités haïtiennes afin de renforcer les capacités des forces de sécurité haïtiennes. Ils n'ont pas dit uniquement la PNH, il faut croire la PNH et les FADH, c'est moi-même qui ai ajouté ça, et d'améliorer la gestion et le contrôle par Haïti de ses frontières terrestres, maritimes et aériennes et de ses ports, afin de lutter contre le trafic illicite d'armes, de munitions et de stupéfiants dans le but de préparer le transfert des tâches et responsabilités au gouvernement haïtien. Là, dans cette disposition, il y a des tâches, des tâches et des objectifs que le gouvernement haïtien doit atteindre. Et là, c'est clairement explicité. Ce n'est pas un appui sans contrepartie, ce n'est pas un chèque en blanc, ce n'est pas une autorisation à calmer, comme on dit en Haïti, à ne rien faire, alors que la communauté internationale se prépare à déployer cette force-là. Et par rapport à les Haïtiennes, en termes de gouvernance des institutions de sécurité, d'élaboration de plans, de cette faiblesse qui est évoquée et sur laquelle il y a eu tant de conversations, tant de recommandations. Et est-ce qu'il y a quelque chose à dire à ce niveau-là, à un moment où l'on s'apprête à avancer vers le déploiement de cette force d'Egodari? Oui, donc dans cette partie de la résolution que vous venez de mentionner, le Conseil de sécurité demande quelque part à l'État haïtien si bien cette mission va quelque part être dirigée par ce groupe de partenaires, de prendre en charge et de commencer à établir une véritable et sérieuse feuille de route pour renforcer ses propres forces de sécurité, pour les professionnaliser, pour préparer une reprise en charge de la mission de maintien d'ordre public et de sécurité nationale par les autorités haïtiennes, puisque une raison, un motif d'opposition de membres du Conseil de sécurité, mais également d'autres partenaires internationaux d'Haïti pour approuver une nouvelle mission de sécurité, c'est de se demander, il y a eu déjà une longue série d'interventions étrangères depuis les années 90 en Haïti jusqu'ici. Ce que l'on voit sur ces 30-40 dernières années, c'est que la situation va de pire en pire. Donc, comment s'assurer que même s'il y a un répit de court terme avec une intervention temporaire de forces étrangères, comment arriver à faire finalement pour que les autorités haïtiennes soient prêtes effectivement à reprendre le relais et à assurer la continuité des améliorations en termes de sécurité que pourrait apporter une mission de sécurité étrangère. Et donc là, encore une fois, c'est une reconnaissance et disons quelque part une
une demande des partenaires qui viennent soutenir les efforts des forces haïtiennes de sécurité, encore une fois, de faire face et de prendre sérieusement le défi de préparer une feuille de route qui permette le retrait à un moment donné des forces de sécurité suite à une amélioration de la sécurité que pourrait être maintenue uniquement avec des forces de sécurité haïtiennes. En clair, nous ne sommes pas là indéfiniment. Ce n'est pas un chèque en blanc. Oui, il y a un constat de faillite des forces de sécurité. Si on vous dit que vous devez contrôler, pardonnez-moi, vos frontières, vos ports, c'est clairement un constat de faillite des capacités des forces de sécurité haïtiennes et de l'État haïtien à s'acquitter de l'une de ses missions régaliennes, qui est la sécurité du territoire et la défense du territoire. Donc, ce n'est pas un chèque en blanc. Maintenant, en ayant conscience des faiblesses haïtiennes à élaborer ces plans-là, à effectuer les réformes. Bon, faiblesse, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est un choix, malheureusement, d'une part, et œuvrer au renforcement des capacités pour 1000 raisons, pour 1000 raisons. Est-ce qu'il y a raison d'être optimiste et est-ce qu'il y a aussi nécessité par rapport à cet énoncé-là dans la résolution du Conseil de sécurité, nécessité de prendre à témoin et l'opinion publique haïtienne, de prendre à témoin pour nous autres haïtiens, mais on vous dit que ce n'est pas un chèque en blanc, que vous devez faire le nécessaire pour prendre le relais. Construisez vos forces de sécurité, protégez vos frontières, luttez contre le trafic de drogue, renforcez vos ports. Faites ce que vous avez à faire pour être un État digne du nom. Et est-ce que ce message-là doit être porté et être sujet à réflexion au niveau de la population haïtienne à ce moment-là, en ce moment-là, et particulièrement de Doulé et de Flète qui suit. D'ailleurs, c'est avec un peu de réticence que la plupart des Haïtiens, face à la magnitude de la crise de sécurité, disons qu'ils acceptent quelque part le besoin d'une nouvelle aide internationale, même si il y a un scepticisme face à non pas au répit temporaire que cela pourrait apporter, mais aux résultats sur le long terme que cela pourrait assurer. Il faudrait qu'il y ait une remobilisation, disons, d'un ample spectre de la société civile et de la population en général qui, pour ce moment, face à des gouvernements qui considèrent peu crédibles, il y a une fracture entre la population et les groupes qui seraient censés de les représenter politiquement. Il est temps pour qu'il y ait un élan de mobilisation de la population pour organiser et structurer leurs demandes et exercer, disons, un contre-pouvoir ou un contre-pouvoir au pouvoir en place, puisqu'il y a pour le moment uniquement un exécutif sans parlement. Une voix, disons, un peu plus unifiée de la société civile pourrait être un moyen de pression additionnel pour que le leadership haïtien soit un peu plus focalisé sur sa stratégie de sécurité et les résultats pour rétablir l'ordre public et la sécurité nationale, plutôt que de se concentrer dans son quotidien à des calculs politiques pour avoir qui aura la main sur le processus vers les élections. J'évoque cet aspect-là à dessein parce que c'est important de le souligner et parce que nous avons vécu récemment tout ce tapage médiatique autour d'un budget de guerre, alors qu'en fin d'exercice, on attend les chiffres sur l'absorption du budget de guerre, on attend les investissements structurants tant pour l'armée que pour la PNH. Et là, c'est niette. Donc, et à un moment où il y a, comme vous le dites, Diego Darine, pas de parlement,
il faut que la société civile haïtienne, que nous autres journalistes, que le public, que le secteur privé, que les syndicats, que les associations du secteur privé, que tout le monde s'implique dans la pression à faire pour qu'il y ait finalement du sérieux dans la gestion des affaires publiques et particulièrement ce qui a trait aux investissements à faire pour renforcer les capacités de l'État à être les capacités de l'État à fournir la sécurité, à assurer la circulation des biens et des personnes sur le territoire. La dernière question que je veux aborder avec vous, c'est global, qui a à voir aux appréhensions exprimées par la Russie, d'expansion militaire américaine. Là, il y a, selon certains, un retour assez agressif de la doctrine de Monroe par l'administration Trump. On a vu récemment le dispositif militaire déployé autour du Venezuela, et il y a des gens qui craignent un conflit militaire ouvert entre Washington et Caracas. Et là, il y a des gens qui disent qu'il y a probablement un enjeu caché des États-Unis qui supportent cette force de suppression des gangs parce que les États-Unis veulent étendre leur emprise sur la région, avoir des bases militaires, avoir, je dirais, beaucoup plus d'extension et de facilité militaire. C'est dit et ça a été exprimé ouvertement par la Chine. Est-ce que c'est plausible? Est-ce qu'il va falloir attendre et voir? Et si c'est le cas, avantages et inconvénients possibles. Donc, je ne peux pas trop commenter ça, mais oui, c'est une préoccupation qui a été exprimée par la Russie dans deux communiqués, y compris hier dans le vote pour cette résolution pour une nouvelle force. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que ou du moins ce qui a été communiqué par les autorités états-uniennes, c'est que dans le cadre de ce déploiement militaire dans les Caraïbes, il s'agit plutôt de faire pression sur le gouvernement vénézuélien plutôt que d'intervenir dans la situation haïtienne. Et quant à cette préoccupation exprimée sur le fait qu'il y aurait maintenant une mission avec un mandat plus offensif en Haïti qui pourrait motiver les États-Unis à entamer une escalade dans ces tensions actuelles avec le gouvernement vénézuélien. Disons que c'est deux efforts de sécurité qui sont très différents. L'un multinational et avec le support de l'ONU, et l'autre une entreprise de déploiement militaire sur les Caraïbes pour faire pression et pour couper le flux de trafic de drogue vers les États-Unis. Mais c'est deux projets et deux perspectives, géopolitiques qui sont distinctes. Merci Diego Dari, nous allons refermer cette conversation et merci de votre disponibilité. La première chose, c'est que la résolution a été adoptée, c'est un pas décisif qui a été fait selon le gouvernement et selon d'autres acteurs à réagir, notamment M. Ramdine de l'OEA. C'est un pas, donc il faut attendre et voir le déploiement entre 5 à 6 mois. Et cette période-là, c'est une période à haut risque, compte tenu des réactions probables des gangs et de leurs alliés au sein de la classe politique et de la société haïtienne. Et c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, est-ce que vous êtes d'accord à dire, et là vous l'avez dit, nous vivons des temps à haut risque, tout vacuum au niveau sécuritaire et toute incertitude politique et tout vacuum politique peut exposer la population haïtienne à des dangers encore plus importants. Est-ce que c'est un message sur lequel il faut insister au moment où nous refermons cette conversation du Godari? Absolument. Là encore, c'est un moment crucial qui
peut être utilisée par les autorités pour si elles font. C'est le moment d'avoir, pour le moment, dans cette période critique d'ici au début des véritables opérations de la nouvelle force, de faire preuve d'une véritable concentration sur les défis sécuritaires, même si en même temps il faut avancer pour trouver une issue politique à cette question de savoir qu'est-ce qui va se passer après février. Mais ne pas perdre le cap dans cette période critique, avoir une meilleure coordination de toutes les forces de sécurité qui sont disponibles sur le terrain pour empêcher que les gangs réadaptent leur stratégie et mettent en échec encore une fois le gouvernement. Merci, oui, monsieur Darine. Passons bonne journée, Kebela. N'a pas l'autre. Merci en ville. Au revoir. Merci beaucoup. Diego Darine de International Crisis Group. Oui, il faut nous parler de ça et souligner ça, nous absolument là.